On parlait de ces scènes chaotiques en République démocratique du Congo suite à une pénurie d'essence. On était avec nos chers invités Firmete Kouagbo, Komi Valentin Mayaba et Dominique Lacmon. Komi Valentin Mayaba avait la parole. Oui, et j'avais la parole. Je disais à l'instant que ce qui se passe en RD Congo aujourd'hui est déplorable parce que vous n'allez pas constater qu'un pays comme la RD Congo, il va avoir pénurie de carburant jusqu'à ce niveau où les gens vont, même le gouvernement, prendre des mesures pour que la quantité servie soit respectée. C'est-à-dire que vous n'êtes pas à mesure d'aller acheter du carburant au prix voulu. Donc on vous impose. Cela voudrait dire qu'il y a une situation vraiment qui est déplorable dans ce pays. Mais tout cela s'explique. Ça s'explique parce que je le disais à l'instant que la plupart de nos États africains aujourd'hui, la gouvernance en est pour quelque chose. Même ceux qui ne veulent pas peut-être penser que aujourd'hui vous êtes riche et même malgré que vos potentielles richesses, vous ne pouvez pas les exploiter parce qu'il y a une main derrière qui fait de manière à ce qu'il n'y ait pas de stabilité afin que vous puissiez jouir de vos richesses. C'est ce qui se passe dans ce pays. Si vous voyez déjà à RD Congo, nous le disons que il y a des richesses, ils ont des potentiels, des potentialités énormes. Ils ont des sous-sols qui est riche et tout, mais ce n'est pas eux. Il y a toujours les rebelles qui sont dans ces pays. Il y a toujours l'extérieur qui a mis ça même. Il y a des mains noires. Il y a des mains noires qui actisent pour que cela ne puisse pas quand même profiter aux Congolais. Donc aujourd'hui, même vous allez voir que même très bientôt, il y aura une élection. L'élection de 2024. De 2024. Présidentielle, bien sûr. Présidentielle de 2024. Avec ce qui est en train de se passer, et l'extérieur est en train de, quoi qu'on dise, en train de préparer quelqu'un qui peut faire son vouloir. Et donc, ça va être une situation qui est vraiment, qui ne sera pas facilement décantable. Mais ce que nous allons constater, ou nous constatons, c'est que la RD Congo aujourd'hui présente une image d'un État qui est irresponsable par rapport à certaines mesures qu'on doit prendre pour pouvoir arriver à cela. On ne peut pas. Nous, moi je le dis aujourd'hui, on ne peut pas nous parler. Ils n'ont pas d'arguments avancés par rapport à cette pénurie-là. Mais s'ils sortent des arguments par rapport à la guerre russo-ukrainienne, je crois que ça va encore faire froid au dos parce que beaucoup de pays aujourd'hui, même s'ils veulent le dire, ne le disent pas. Parce que les gens diront que mais comment une guerre à des milliers de kilomètres de choses, vous allez voir qu'il y aura des répercussions. Les gens le disent. Nous sentons la vie chère partout en Afrique aujourd'hui. Les gens parfois l'expliquent par ça, en disant que non, aujourd'hui on a fermé ceci, on a fermé cela. Ça va nous faire prendre conscience parce que à un moment donné, il faut que nous disions ou nous prenions nos tentacules pour faire de manière à ce que nos États puissent être des États véritablement indépendants. Alors, Dominique, dans ces conditions, ce sont des ventes au compte-gouttes qui sont finalement proposées aux populations, alors que, comme je l'ai dit tout à l'heure, Kinshasa, par exemple, c'est plus de 15 millions d'habitants. Il y a également l'intérieur du pays qui n'est pas aussi servi. Ah oui, je pense que la raison fondamentale m'amène à dire quelque chose, peut-être ça peut faire sourire, mais nous sommes obligés de nous retrouver, de nous rassembler pour aller voir Poutine et lui dire de cesser de battre Zelensky. Oui, qu'on a compris qu'il est plus fort, puisque à cause de lui, nous, Africains, nous ne trouvons pas à manger, nous n'avons rien, puisque lui, il est en train de déclarer sa bataille avec le monsieur, comment il s'appelle, Zelensky. Donc, nous sommes obligés d'appeler à un pardon au président Poutine, puisque c'est nous, Africains, qui souffrons véritablement. Pas seulement manque du pétrole, mais en céréales, en tout. Mais j'ai été surpris que nous, Africains, nous n'avons vraiment rien à vendre à l'Europe. Même les céréales, ça vient de l'Ukraine ou de la Russie. Actuellement, pénurie de pétrole, mais ça doit pas être une chose étrange parce que on les transforme, même ceux qui en ont le pétrole sur le continent, je ne pense pas que le pétrole est transformé dans leur pays. Donc, et c'est ce n'est pas surpris de voir ce qui se passe en RDC. Et ça sert encore de business, comme vous l'avez dit, à d'autres personnes. Avec la complicité des pompistes, les gens ils remplissent les bidons et puis
il se positionne. C'est aussi dangereux. Il se positionne plan. quelque part et il triple les prix. Et toi qui es dans la nécessité, peut-être tu as un enfant qui est malade, ta femme ou bien qui veut accoucher, ta voiture n'a plus de carburant, mais même si c'est à 3 fois le prix, tu es obligé d'acheter. Et c'est encore. Tu n'as pas le choix. Voilà. Et c'est une forme. Une autre forme que je ne sais pas si c'est l'escroquerie ou autre qui va s'installer et qui va amener les gens à réagir. C'est ce qui s'est passé en RDC. Mais véritablement, comme l'a dit le frère, nous devons arriver vraiment à apprendre à nous prendre en charge, nous les Africains. Surtout, commencer par battre, se battre à arriver à une véritable décolonisation de l'Afrique. Puisque RDC, c'est un pays continent qui regorge beaucoup de richesses, mais qui n'a pas la même mise sur les dirigeants, les gouvernants n'ont pas la même mise sur ce pays continent. Parce que d'autres forces... Il y a cette question aussi. Oui, d'autres forces trouvent les dirigeants qui sont en RDC, ils sont immensement riches également. Hein. Bon, il y a ça aussi. Il y a ça aussi. L'inégalité. Ils sont immensement payés. L'inégale répartition. 14 millions. Oui, l'inégale répartition des richesses également se passe là-bas. Mais c'est que il faut véritablement qu'on a aussi qu'on se batte contre l'utilisation de la force extérieure de nos pays, puisque RDC, vous voyez ce qui se passe là-bas avec des rébellions un peu partout qui pillent les richesses, mais ces richesses-là sont vendues à quel pays? Par exemple, l'extraction des ressources minières. On ne les transforme pas en RDC, mais les rébellions qui occupent les richesses dans les zones occupées, ils les vendent à quel pays? Point d'interrogation. Ça veut dire qu'il y a des gens qui tirent leur profit dans l'instabilité d'un autre pays. Et ça, ce n'est pas bien. Ça n'amène pas à un véritable développement de l'Afrique. Alors, Philbert Tekouagbo, quand on prend par exemple Kisasa qui consomme 1100 mètres cubes par jour, aujourd'hui on a 600 mètres cubes par jour, on voit l'impact de cette pénurie d'essence dans le pays. On passe de ce chiffre à l'autre, soit une différence de presque la moitié. Presque la moitié. Presque la moitié. C'est ça qui est grave. Ça veut dire les revenus économiques vont chuter grave. Oui, les revenus économiques, et il y aura des problèmes sociaux. En 1 ou 2 semaines, il y aura des problèmes sociaux terribles. Dominique l'a souligné tout à l'heure. Sur le plan santé, celui-là qui a sa femme qui doit normalement accoucher, qui a un véhicule et qui doit transporter la femme à l'hôpital et qui se retrouve sans carburant. Or, le centre de santé peut-être est à des dizaines de kilomètres, et à 3 km ou à 10 km, à 20 km. Comment ça va se passer? Ça va être difficile. Celui-là qui doit transiter sa marchandise pour aller au marché a besoin de véhicules. Peut-être ces véhicules sont sans essence, ou peut-être la personne même a son propre véhicule, mais il n'y a pas d'essence. Ça va aller comment? Donc, c'est tellement difficile, ça va être tellement difficile. Quand on réduit de moitié la consommation en carburant de toute une ville, vous imaginez, nous avons 15 millions d'habitants. Et la consommation en carburant baisse de moitié. C'est considérable. Ça veut dire que le pays va perdre des milliards en moins d'une semaine. Ça va perdre des milliards en moins d'une semaine. Les transactions et autres, ça va chuter considérablement. Il y a des groupes même qui fonctionnent. Des groupes qui fonctionnent à base de carburant. Au moment où peut-être il n'y aura pas d'électricité et on aura besoin de groupes. Ces groupes ne vont pas fonctionner parce qu'il y a manque d'électricité. Ceux qui n'ont pas de l'argent pour payer le prix du transport, qui se multiplient par 3, ils vont faire comment? Donc le gouvernement, tous ces problèmes en réalité, ce que j'ai remarqué sur les Occidentaux, quand il y a des problèmes, ils cherchent des solutions. Et ils cherchent à anticiper par rapport à d'autres éventuelles crises. C'est ce qu'on n'a pas en Afrique. C'est ce qu'on n'a pas en Afrique. Même, regardez par exemple, qu'est-ce que Covid a pu nous enseigner? Covid est en train de partir, mais qu'est-ce que ça a pu nous enseigner? Au niveau de l'Occident, ça leur a enseigné plein de choses. Mais nous, on n'arrive toujours pas à tirer des leçons et des conséquences de nos mésaventures. Et ça qui est difficile. C'est ça qui est difficile. Regardez par exemple, cette pénurie-là, ça a passé tout à l'heure, et puis on va reprendre la vue comme si de rien n'était, et on va continuer comme ça. Vous l'avez dit, la RDC, c'est un pays continent où les dirigeants sont immensément riches. C'est-à-dire, c'est un pays qui n'a pas de classe moyenne. Il y a des riches. Et après, il y a des pauvres. Non, ne parlez pas de pauvres. Abyssal. Non, ne parlez pas de pauvres. Il y a des misérables. Il y a des riches et des misérables. Un pays qui a 67% des richesses mondiales, dans ce pays, vous trouvez des riches qui ont des propriétés pas possibles.
en RDC et en Occident, vous trouvez des gens qui n'arrivent même pas à s'assurer un repas par jour, qui vivent avec moins $1 par jour, des gens qui n'arrivent pas à avoir de l'électricité. Vous imaginez des gens qui n'arrivent pas à avoir des soins dignes de santé. C'est extraordinaire, vraiment déplorable. On va quitter Kinshasa pour Lomé, la capitale du Togo. En passant par Bamako, la capitale du Mali. Au Togo, donc, le groupe de suivi et de soutien à la transition au Mali, GST Mali, tient sa 3e réunion. À Lomé, les autorités maliennes de la transition exposent les derniers développements intervenus dans le pays pour un retour à l'ordre constitutionnel dans les délais fixés par la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. Comme Valentin Mayaba, c'est la 2e réunion consécutive qui se tient dans la capitale togolaise après celle de mars 2021. Et il faut noter que pour le moment, Bamako est satisfait du développement de cette réunion. Oui, d'office, il faut le dire, mais aussi rappeler que Lomé a joué un grand rôle dans la crise qu'a connue le Mali. Depuis le début de cette crise, le président Faure a fait des pieds et mains pour pouvoir obtenir une solution médiane par rapport à cette crise-là. Aujourd'hui, vous allez voir des positions qui ne sont pas trop élevées. Il y a eu des dissensions entre-temps qui voulaient faire baisser les ardeurs des gens. Mais aujourd'hui, vous allez voir qu'à l'unanimité, les autorités maliennes donnent confiance au peuple togolais, au Togo, pour la médiation que le président Faure a pu mener depuis le début jusqu'à ce jour. Et lors de cette deuxième réunion, le Premier ministre a eu à le retirer. Le Premier ministre malien a eu à le réitérer en disant que, voilà, il a eu à le réitérer en disant que, et c'est vrai que le Togo a intervenu dans cette crise-là, mais n'a pas empêché le Mali de donner des positions par rapport à certains sujets qui pensent que ce n'est pas profitable à leur pays. Donc, moi, je me dis que cette médiation a été menée de bout en bout, avec tact, avec une certaine intelligence qui ne dit pas son nom. Aujourd'hui, tout va se baliser parce que il y a la satisfaction du niveau du Mali. Le Mali est en train de donner quitus, de donner certaines faveurs par rapport à la solution qui est en train d'être envisagée dans ce pays-là. Mais aujourd'hui, si le Mali se retrouve entièrement dans les conseils des nations, surtout au niveau de la CEDEAO, c'est d'abord grâce à la clairvoyance du chef de l'État togolais, le président Faure Gnassingbé, qui n'a jamais ménagé d'efforts, qui ne ménage aucun effort pour que ce pays-là se retrouve. Parce que quand on parle d'une guerre dans un pays, à qui profite la crise? On le dit souvent, à qui profite la crise? Donc, nous avons intérêt, ça c'est ce que le chef de l'État togolais, le président Faure, est en train de vouloir préconiser. Nous avons intérêt, quels que soient les problèmes, à envisager des solutions. Et donc, il est aux côtés de la Côte d'Ivoire, rencontrant le président Ouattara, qui est un noyau dur de la chose et qui a pu, d'une manière ou d'une autre, peser sur la balance et revenir sur des positions. Regardez les deux crises. D'abord, la première qui concernait le Mali avec la CEDEAO, qui a été, quand vous avez vu comment les choses sont passées, qui a été aujourd'hui dénouée, quoi qu'on dise d'une manière ou d'une autre. Après, la deuxième qui concerne le Mali avec la Côte d'Ivoire. Vous avez vu chaque fois le ministre des Affaires étrangères a eu à faire des voyages au Mali d'abord, après c'est en Côte d'Ivoire pour rencontrer le président Ouattara pour discuter de ses affaires. Aujourd'hui, Dieu merci, 3 femmes des 49 sont libérées. Ça veut dire que le chantier pour dénouer cette crise, le chantier n'est pas encore vaste. On peut trouver des solutions éventuellement à ces problèmes-là. Donc je crois que cette médiation, quoi qu'on dise, Mali est satisfait, Bamako est satisfait de la négociation ou de l'intervention du Togo pour que la crise malienne puisse aboutir. Et nous le saluons. Ce n'est pas encore fini.
Et après la troisième réunion, la deuxième du genre qu'on est en train de connaître à Lomé ici, je crois qu'il y aura quand même forcément un dénouement pour que ce qui a été comme des soubresauts, ce qui a été comme des malentendus puisse être rangé dans un seul ensemble pour que les positions ne soient pas trop tranchées et que les gens puissent se retrouver et penser au réel problème africain. Le réel problème africain chez moi ici, c'est, à mon avis, c'est quoi? C'est lutter contre ce qu'on appelle le terrorisme. Ce terrorisme-là qui est devenu un fléau, quoi qu'on dise, qui mine notre continent et qui est en train de prendre de l'élan, qui est en train de prendre des proportions qui inquiètent. Selon El Gassim Ouane, le représentant spécial du secrétaire général de l'ONU au Mali, la rencontre de Lomé intervient dans un contexte marqué par les avancées significatives dans la conduite de la transition au Mali et dans la dynamique. Et la dynamique a besoin d'être appuyée. Alors, cette rencontre de Lomé firmait Teko Agbo, selon vous, les avancées totales, si on peut le dire, du Mali se trouvent à quel niveau? Les avancées, quand on parle d'avancées, je me demande quel type d'avancées il y a. Sinon que Assimi Goïta est toujours au pouvoir. Peut-être les 3 Ivoiriennes sont libérées, militaires sont libérés. Au niveau de l'élection, des futures élections, peut-être ça aura lieu en 2023 ou en 2024. 2024. Donc peut-être c'est par rapport au délai fixé pour les élections, mais de façon significative, quel type d'avancée? Peut-être il y a une certaine paix, une certaine accalmie au niveau des institutions. Il n'y a pas trop d'agitation sur le plan politique au niveau du pays. Sur le plan de la diplomatie, Faure Gnassingbé est en train de calmer les choses. Sinon, à part ça, il n'y a plus trop d'avancées sur le plan interne. Peut-être sur le plan de la diplomatie, cela est en train de marcher. Mais sur le plan interne, il n'y a pas grand changement. Comme quoi, par exemple? Il n'y a pas grand changement. Vous savez pourquoi on a fait coup d'État à IBK? Parce qu'on lui reprochait la corruption, le népotisme. On dit le pays, ça n'avançait pas. Mais depuis que Assimi Goïta est là, je ne vois pas encore de bilan exposé à la presse où on dit on a lutté contre la corruption et maintenant le pays est en train d'avancer comme ça. Il y a plus de népotisme, il y a plus. Vous voulez dire que sur ce qu'on reprochait à IBK, il n'y a pas eu d'avancée? Il n'y a pas eu d'avancée. Même sur le plan sécuritaire, non, sur le plan sécuritaire, il n'y a pas d'avancée parce qu'il y a des Maliens qui meurent tous les jours, entre guillemets. Il y a des Maliens qui meurent régulièrement. Sur le plan d'avancée, on a donné plus de territoire aux Russes. Les Russes se voient en champion au Mali. C'est ce qu'on peut avoir comme avancée. Moi, je pense que je sais qu'il y a une certaine médiatisation occidentale aussi, où les Occidentaux, je sais pas, désignent un peu le Mali sur leur chaîne. Ça, je ne dis pas. Je ne peux pas ne pas soulever ça. Mais concrètement, qu'est-ce qu'il y a comme avancée? Les avancées aussi, c'est au niveau de la France. La France qui n'est toujours pas d'accord avec le Mali. Il y a la ministre des Affaires étrangères qui désigne toujours les autorités maliennes. Mais qui dit aussi quelque chose d'intéressant aussi, que les autorités maliennes sont en train d'aller d'échec en échec. Parce qu'il n'y a pas de résultat palpable. Est-ce que ce que la ministre des Affaires étrangères de la France, selon vous, dit est vérifié? Oui. Échec en échec, c'est pas trop dit. Non, les efforts sécuritaires. Non, peut-être on peut enlever un échec. On peut dire que les autorités maliennes ou la junte a connu un échec, a connu un échec. Mais je pense que la dame est dans son rôle. Dans ce qu'on dit sur ce rendez-vous de Lomé, il n'y a pas eu d'avancée. Non, par rapport à ce rendez-vous de Lomé, il y a quelque chose. L'avancée que je peux mettre en branle, c'est le dialogue, la réussite du dialogue et la réussite de la création de ce groupe-là. Ça, c'est important. Vous savez, quoi que je puisse reprocher à Assimi Goïta, je l'applaudis pour une certaine sagesse. Que si vous voulez diriger un État, un pays en Afrique de l'Ouest, vous devez avoir pour amis au moins 3 dirigeants de la sous-région. Même si vous n'êtes pas d'accord avec tout le monde, au moins vous devez choisir peut-être 1 ou 2 dirigeants qui sont tellement importants ici, dans cette partie de l'Afrique de l'Ouest.
au moins au niveau, regardez par exemple, au niveau de la Côte d'Ivoire, si vous voulez diriger en Afrique de l'Ouest et vous voulez durer, vous devez avoir pour ami la Côte d'Ivoire, vous devez avoir pour ami le Sénégal, vous devez avoir pour ami le Togo. La Côte d'Ivoire, c'est par rapport à l'histoire qui existe entre elle et la France. Par rapport à l'histoire entre le président Houphouët qui a été ministre et député français de par le passé. Donc, par rapport à l'histoire, vous devez la Côte d'Ivoire demeure une puissance. Donc, même si on a des objectifs pour l'Afrique, il faut être ami forcément avec la Côte d'Ivoire. Il faut être forcément, sinon vous allez faire tomber. Sinon on va vous désinguer. Il faut avoir pour ami la Côte d'Ivoire. L'autre ami aussi, c'est le Sénégal. C'est par rapport à l'histoire. Vous savez que le Sénégal, dans l'histoire, a été la capitale de l'Afrique occidentale française. Les Français tiennent toujours au Sénégal. Mais par rapport au Togo, le Togo, historiquement, est un ami de la France par rapport à la position géostratégique, par rapport à les situations géostratégiques et aussi par rapport à Eyadema qui a été un grand ami à la France, qui a régné pendant 38 ans, qui a su gérer le pays ou gérer les intérêts de la France avec une certaine intelligence. Donc si vous voulez être chef d'État et vous ne voulez être ami à aucun de ces chefs d'État de ces pays dont je vais faire mention, vous allez tomber. C'est pour cela que Assimi Goïta, il est ami. Il n'est pas ami à Ouattara, mais il est ami à Fonya Singbe parce que Fonya Singbe, c'est un stratège. Fonya Singbe, c'est un stratège. Fonya Singbe, c'est un des piliers de l'Afrique de l'Ouest. Même s'il ne parle pas beaucoup, Fonya Singbe, c'est un pilier. Si vous voulez diriger un pays de l'Afrique de l'Ouest, vous devez être moins ami à Fonya Singbe. Et aussi, ce que les gens ne savent pas, c'est que quand vous parlez de la CEDEAO aujourd'hui, c'est le Nigeria et c'est le Togo. Le Togo et le Nigeria font partie des pères fondateurs de la CEDEAO. C'est pour cela que je dis, au-delà de tout, Assimi Goïta demeure un sage parce qu'il s'est penché et il s'est dirigé vers la bonne personne. Alors, Dominique, les défis restent à relever. Il faut dire que les défis sont immenses à relever au Mali, nonobstant quelques avancées. Ça, ce n'est pas moi qui le dis. Ce sont les émissaires de l'ONU qui le précisent et qui étaient d'ailleurs au rendez-vous de Lomé. Alors, on va souligner les défis à relever, ceux qui ont été déjà relevés, et ensuite ce rendez-vous de Lomé, la satisfaction affichée par les autorités du Mali. Comment vous voyez cela? Non, moi je suis quand même parfaitement d'accord avec l'analyse de Firmin. En fait, les défis à relever sont très énormes par rapport à ce qu'on a gagné. Ce qu'on a gagné, c'est ce que l'autre a dit, c'est la diplomatie qu'on a mis à l'actif du président Faure. C'est-à-dire que le président Faure a permis aux gens de changer de posture, d'entretenir, continuer à discuter avec le Mali, le régime de Assimi Goïta. Ce n'était pas le cas de temps. Et puis les gens quand même attendent à dialoguer, à échanger avec le Mali, qui n'était pas le cas à son arrivée au pouvoir où il y avait des postures radicales par rapport à lui. Actuellement, les défis sont énormes. Il y a les défis sécuritaires, comme l'a dit également monsieur Firmin. Mais qu'est-ce que Assimi Goïta a changé aux Maliens? Il n'y a pas, moi je ne trouve pas de nouveauté. Il a déposé IBK pour certaines raisons. Actuellement, qu'est-ce qu'il est en train de faire pour le Mali? Est-ce que le projet de développement, qu'est-ce qu'il est en train de mettre? Ou bien il attend organiser une élection et partir. Là, c'est qu'il le fasse très rapidement et un nouveau régime arrive pour diriger le Mali. Sinon, il y a beaucoup de choses. Le terrorisme s'est accentué jusqu'à arriver au centre du Bamako, qui n'était pas le cas à sa prise de pouvoir. Donc, c'est actuellement... Vous voulez dire que les femmes, nonobstant tout ce qu'on nous dit, ce n'est pas aussi cela, quoi. Mais il y a beaucoup il y a des attaques tous les jours au Mali. Ça, ce sont des attaques sporadiques. Et jusqu'à même au centre du Mali. Même le camp de Kati, le camp symbolique de Kati a été... Ça veut dire que Assimi Goïta n'est pas en sécurité lui-même. Maintenant, qu'est-ce qu'il a changé par rapport à son arrivée au Mali? Quel est le changement? Il y a beaucoup de choses qui restent à faire. Et moi, je pense que... Et le défi également, c'est que le Mali aussi a changé de langage. Ah oui, et ça c'est très important. Ils ont changé la posture et tout ça, c'est à l'actif du président, comme l'a dit Firmin, à l'actif du président Faure Gnassingbé. Ils ont changé du langage parce qu'ils savent qu'ils ont intérêt à changer.
rester radical tout au long, ils ne vont pas faire long feu. Quoi qu'on enfermé, dise, ils sont je ne sais pas si c'est un défi à dire, ils sont arrivés à chasser la France de leur territoire. Moi, qu'est-ce que ça a changé à quoi? C'est le résultat que la France ils ont même appelé, les partenaires à soutenir le Mali. Voilà. Maintenant, est-ce que quelque chose a changé dans le quotidien du Mali, des Maliens? Non, pas du tout. Rien. Les mesures sécuritaires ne sont pas aussi en bonne place. Donc, moi, je me dis qu'il y a beaucoup de défis qui attendent à Je pense que, comme est-ce que c'est Mayaba à lui véritablement qu'il contraire. doit relever les défis? Est-ce que c'est à lui qu'on va espérer pour que Assimi Goïta relève ces défis? Je ne pense pas que ça doit être Il a lui. encore des mois devant lui. Ah oui, c'est moi, c'est d'essayer de contenir le terrorisme pour qu'un pouvoir mis en place puisse venir avec un projet. Et sans la bien sécurité, concret. est-ce que les élections peuvent être organisées? C'est d'ailleurs ce que le pouvoir de Bamako a toujours dit. Il faut. Mais pour qu'il puisse avoir l'aval du soutien de tout le monde, les gens ont envie de soutenir un régime démocratiquement mis en place. Actuellement, Assimi Goïta ne peut pas avoir cette large de manœuvre. Je vois comme Valentin Mayaba qui. Même s'il a le soutien du Togo. Il a 2 minutes. Et on va chuter. Oui, c'est que je suis déçu par les deux analyses. Mes deux co-débatteurs, les analyses de mes deux. Il y a eu beaucoup d'avancées comme Valentin Mayaba. En fait, c'est la démocratie. Il faut relever un fait. Et que Assimi Goïta est arrivé au pouvoir. Pourquoi? Parce que entre-temps, il y a la population qui décriait la gestion de Imeka. Et il y avait des sentiments d'humeur, tout le monde le sait. Aujourd'hui, cette population, elle est calme. Cette population, elle est calme. Non. Ça, c'est Cela veut dire que tout va bien selon vous. Non, ce n'est pas encore fini. Je ne suis pas encore fini. Non, je viens. Ça, c'est un premier aspect. Le deuxième aspect, Assimi Goïta dit, quand je viens, il y a eu quand même beaucoup de choses à faire d'abord avant d'aller. Parce que ce qui amène les gens à faire des coups d'État dans ce pays, c'est tout ce que vous connaissez. Il a cité un certain nombre de choses. Aujourd'hui, le problème majeur, c'est quoi? C'est le terrorisme, c'est l'insécurité dans le pays. Pour pouvoir organiser des élections qui soient acceptables par tous, il faut faire de manière à ce qu'on puisse quand même gérer cette question de terrorisme. Aujourd'hui, c'est vrai, le terrorisme devient de plus en plus croissant, mais comprenez que Assimi Goïta et son équipe est en train de faire un travail malgré le départ de la France du Mali aujourd'hui. Je crois que les autorités maliennes arrivent à contenir. Elles sont aidées par la France. Elles ont été par. Et elles arrivent à. La Russie. La Russie, oui. Aujourd'hui, il faut changer d'alternative. Il faut changer d'alternative. Ça s'est déjà fait d'ailleurs sur le plan sécuritaire. C'est ce que je dis. C'est ce que le Mali a compris parce que entre-temps, on suppose que la France n'a pas quand même pu répondre aux besoins réels qu'elle pouvait exprimer dans ce pays. Tout va mieux. À mon avis, je crois que Assimi Goïta et son équipe, les nouvelles autorités maliennes aujourd'hui, ont amené à hisser le Mali à un niveau acceptable. Parce que même les positions que la CEDEAO prenait, les sanctions qui ont été infligées, si le Mali arrive aujourd'hui à rester encore constant sur certaines positions, je trouve que Assimi Goïta et son équipe ont un travail formidable. Juste que nous sommes au terme. D'accord, un petit truc. Juste dire à Assimi Goïta, s'il nous écoute, qu'il vient de blesser Ouattara et qu'il vient de blesser la France, alors qu'il reste encore plus prudent et que sa sécurité soit renforcée. Mais il a été réel parce qu'il lui a dit la vérité. Dominique Lacmon, pour chuter. Oui, moi je disais que c'est par rapport à ce que le frère vient de dire. Moi, je ne suis pas d'accord, peut-être, je ne suis pas pour un autre pays, mais moi je suis en train de faire une analyse critique sur la situation actuelle. Qu'est-ce que Assimi Goïta a changé au Mali? Vous ne trouvez moi, je ne trouve absolument rien. Ces deux choses. Merci beaucoup à vous. Ça a été un plaisir de vous avoir sur ce plateau. Firmin Teko Agbo, chroniqueur politique, directeur du Centre de recherche et de géopolitique internationale qui porte votre nom, Firmin Teko Agbo. Comme Valentin Mayaba, lui c'est un confrère, il est journaliste, directeur de publication de Le Symposium. Et notre cher ami Dominique Lacmon, il est analyste politique et secrétaire général, également porte-parole du mouvement Foi à la force du Togo. On espère que tout va bien chez vous. Au niveau du mouvement, on se retrouve donc la semaine prochaine peut-être pour avoir des nouvelles du mouvement. Toujours avec le même plaisir. Excellent week-end à tout le monde.